Bonsoir tout le monde. Donc, merci encore de vous être branchés à notre webinaire de ce soir. On relance la session de webinaire avec la présentation aujourd'hui, misée sur la biodiversité avec nul autre que Nathalie Côté comme conférencière. Donc, on va commencer rapidement notre soirée. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais remercier parce que le webinaire de ce soir, il est rendu possible grâce au PBQ, mais aussi au réseau AgriConseil. Donc, cette activité de ce soir bénéficie d'une aide financière qui est offerte par l'entremise des réseaux AgriConseil grâce au programme Service Conseil 2023-2028 en vertu du partenariat canadien pour une agriculture durable, entente qui est conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Donc, vos animatrices pour la soirée, Madame Cyrine Elamdaoui, qui est conseillère en environnement, santé et bien-être au PBQ, et moi-même, Catherine Larrivée-Bazinet, et je suis agente au programme qualité bien-être également au PBQ. Comme j'ai dit tantôt, notre conférencière d'aujourd'hui, c'est Madame Nathalie Côté. Donc, elle n'a pas besoin de beaucoup de présentation, mais quand même, donc elle est directrice des affaires agronomiques aux producteurs de bovins du Québec. Donc, elle détient un baccalauréat en agronomie générale du Collège McDonald de l'Université McGill. Elle a travaillé dans le mouvement coopératif en tant que conseillère à la Coop Sainte-Barbe au début de sa carrière. Elle est à l'UPA depuis 1988, mais au PBQ depuis 1993, puis elle a occupé différents postes là, en vie syndicale et mise en marché. Mais c'est de 2001 à 2019 qu'elle a été conseillère en gestion qualité et environnement, et elle est directrice des affaires agronomiques depuis 2019. Et depuis là, 2020, les dossiers qu'elle gère sont vraiment portés sur les impacts au changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et la biodiversité en production bovine, donc le sujet de notre webinaire de la soirée. Donc, avant de continuer, je vais demander à Cyrine de nous expliquer rapidement le fonctionnement du webinaire de ce soir. Oui, merci Catherine et bonsoir tout le monde, bienvenue avec nous et merci d'être là avec nous, ça va être une très belle soirée. Bon, pour s'assurer que tout soit fluide et que tout se passe bien, webinaire, rappel pour ceux qui sont moins familiers ou on répète un peu pour ceux qui connaissent un peu plus le fonctionnement. Donc un webinaire, vous n'avez pas accès à votre caméra, c'est normal et vos micros sont barrés. Si vous avez besoin de prendre la parole, la seule façon pour vous de nous le signaler, c'est en levant la main. L'icône est en bas de votre écran. Si vous cliquez dessus, nous, on va savoir que vous voulez ouvrir votre micro. Cependant, on n'ouvrira pas les micros pendant tout le long de la conférence. On va garder ça pour la partie questions à la fin du webinaire et donc la conférence de Nathalie. Mais par contre, si vous avez des questions qui vous viennent pendant la conférence, vous voulez pas l'oublier, n'hésitez pas à l'écrire tout de suite dans le Q&R. Donc, c'est en bas de votre écran aussi, il y a un petit icône. Vous pouvez écrire tout de suite votre question Q&R. On y répondra bien sûr sans problème à la fin de la conférence pendant la période de questions. Et à la fin de la période de questions, bien évidemment aussi, si vous préférez écrire dans le Q&R ou plutôt que le micro, c'est aussi une possibilité. Tout est possible, comme vous voulez. Si par contre vous avez des problèmes techniques, on vous demande d'utiliser le chat ou discussion en bas de votre écran. Comme ça, on va essayer de départager. Chat et discussion, c'est vraiment pas un problème technique. Questions relatives à la conférence de Nathalie, le QR ou lever la petite main. Bon, c'est tout pour moi. Merci Catherine et bon webinaire à tous. Parfait. Ben, merci beaucoup, Cyrine. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Nathalie partager son écran pour nous faire sa conférence de ce soir. Donc, bonne soirée à tous et bonne conférence, Nathalie. Bonsoir, merci à tous d'assister à ce webinaire intitulé Miser sur la biodiversité. Alors, vous voyez, ce soir, on va jouer un petit peu aux cartes et on va surtout essayer de voir si le jeu de cartes travaille pour nous. Donc, en tant que bon joueur de cartes, il faut toujours annoncer nos couleurs. On va commencer par un peu voir ce que les joueurs autour de nous ont comme couleur. Tout d'abord, on va parler de nos amis du gouvernement fédéral qui ont annoncé leurs couleurs. Ils ont déposé un projet de loi nommé C-73 en première lecture le 13 juin dernier. Et cette loi s'intitule « Loi concernant la transparence et la responsabilité en rapport avec certains engagements du Canada dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique ».
Et la loi indique que le gouvernement peut élaborer des stratégies et des plans nationaux pour la biodiversité. Il faut juste expliquer que ça, c'est comme la suite de travaux qui avaient déjà été faits au gouvernement fédéral. Il y a déjà eu une stratégie canadienne sur la biodiversité en 1995. Il y a eu un cadre qui était axé sur des résultats en matière de biodiversité en 2006 et ils avaient des objectifs et des cibles du Canada pour la biodiversité pour l'année 2020. Alors, moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que dans leur stratégie nature pour l'année 2030, ils ont comme indiqué un cadre pour mettre en action les fameuses 23 cibles qui ont été négociées lors de l'accord de Kunming-Montréal, la fameuse COP15 qui s'est passée à Montréal en décembre 2022. Et j'ai retenu, pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, 3 éléments qui sont inclus dans ce cadre-là: freiner et inverser la perte de biodiversité, conserver 30% de nos terres et de nos océans d'ici 2030 et intégrer la biodiversité dans les mandats, décisions et actions du gouvernement. Si on va voir maintenant du côté de nos amis au niveau provincial, alors au niveau provincial, on s'attend à ce que le gouvernement dévoile cet automne, en 2024, leur plan nature 2030. Qu'est-ce qu'on sait sur le plan nature pour le moment? Alors, ce plan-là va viser 3 cibles. Il va viser les cibles mondiales, les fameuses 23 cibles, mais selon 3 axes différents. Donc, le premier axe était donner davantage accès aux Québécoises et aux Québécois à la nature et atteindre la cible de conservation de 30% du territoire d'ici 2030. Le deuxième axe, c'est d'agir sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité et protéger nos espèces menacées et vulnérables. Et le troisième axe sera d'appuyer le leadership autochtone en matière de conservation de la biodiversité. Ce qu'on sait aussi, c'est que le plan nature est doté d'une enveloppe budgétaire assez substantielle. On parle de 650 millions de dollars. Et de ce 650 millions, il y a 200 millions qui est prévu pour des initiatives de conservation dans le sud du Québec. Parce qu'on sait que c'est dans le sud du Québec, la biodiversité est très riche, mais il y a aussi beaucoup de pressions qui sont exercées sur les écosystèmes parce qu'il y a beaucoup de monde qui reste dans le sud du Québec. Fait qu'on va voir un peu comment cet argent-là se déploiera par la suite. Maintenant que l'on sait où se logent les joueurs, nos gouvernements, nous, il faudrait se positionner en tant qu'industrie bovine là, comme joueur de cartes. Ainsi, tout bon joueur de cartes a toujours un atout dans sa manche. Et j'aimerais vous parler de l'atout que la production bovine a. Alors, j'aimerais débuter par une déclaration. Selon moi, la production bovine favorise la biodiversité. Puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans le cadre de ma présentation. Alors, je vais passer à travers 2 grands thèmes ce soir. Le premier étant notre sondage 2023 sur les pratiques favorables à la biodiversité. On a obtenu 270 répondants qui ont répondu au sondage. Notre taux de réponse s'est élevé à 9,44 % avec un niveau de confiance de 90 % et une marge d'erreur de 5 %. Juste donner quelques informations sur le sondage. La base de notre sondage, c'était toutes les adresses courriels qu'on possédait dans notre base de données, donc 2860 adresses courriels. Et parmi ces 2860, on avait 211 courriels qui étaient identifiés à des producteurs anglophones. Alors, eux ont reçu le même sondage, mais dans la version anglophone. Et étant donné que le secteur veau d'embauche à la Fédération, parce qu'on a exclu le laitier de ce sondage-là, le secteur veau d'embauche représente la majorité des producteurs, presque 90 % des producteurs quand on exclut le laitier. Alors, mais on s'est dit, on veut aussi avoir le son de cloche dans la production de bouillon, dans la production de veau de lait et dans la production de veau de grain. Juste aussi, quelques petites informations sur le sondage, c'est qu'on a... on a fait un pré-test avec le sondage auprès de 3 producteurs pour s'assurer que les questions étaient compréhensibles et que c'était quand même facile à répondre. Et aussi, on a donné un incitatif pour favoriser les réponses. Alors, si les gens acceptaient de laisser leur nom à la fin du sondage pour qu'on puisse constituer une base de données où on puisse les rappeler, ils étaient automatiquement inscrits dans un tirage d'une trousse de biodiversité qui contenait un nichoir pour les hirondelles bicolores ou les merles bleus de l'Est, un hôtel à insectes et des graines de plantes mellifères.
Alors, ce sondage-là s'est déroulé entre le 7 juin et le 30 juillet 2023. Fait que ça va faire la première partie de ma présentation. Et dans la deuxième partie de ma présentation, je vais axer mon propos sur le programme Biodiversité en production bovine. Alors, ce programme-là est rendu possible grâce au plan d'agriculture durable du gouvernement du Québec. Il est financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert. Et à ce jour, on a rejoint plus de 600 personnes. Donc, on va revenir plus spécifiquement sur ces deux activités. Donc, la première étant le sondage sur les pratiques de biodiversité. J'aimerais juste, de façon générale, vous dire qu'on a reçu des réponses qui provenaient de toutes les régions du Québec et qu'on a dépassé le nombre requis de répondants pour les productions de bouillon, veau de grain et veau de lait, puis on était légèrement en deçà pour la production de veau d'embauche. Voici donc quelques éléments du sondage. 91% de nos répondants possèdent une zone de forêt dans leur ferme. Et des gens nous ont indiqué qu'ils avaient des superficies, certaines gens ont vraiment indiqué des superficies précises et on avait de quelques acres à plusieurs centaines d'acres qui ont été déclarés. Et on a estimé, avec toutes ces réponses-là, qu'il y avait 16 200 hectares de forêt qui avaient été déclarés par les répondants. Ça correspondait à une moyenne de 72,5 hectares par répondant. Mais on avait une grande variation. Certains ont indiqué 0,4 hectares, puis on est allé jusqu'à 500 hectares. Fait que c'était très variable. La deuxième question portait sur les haies brise-vent. Et dans notre sondage, on avait pris le temps de définir qu'est-ce qu'on voulait dire par une haie brise-vent. Alors, la définition était la suivante: des rangées d'arbres et ou d'arbustes dont la fonction principale est de réduire le vent. Alors, les gens pouvaient répondre et selon les réponses qu'on a obtenues, il y avait 41% des répondants qui avaient implanté des haies brise-vent et il y avait des sous-questions et ils nous ont dit de quoi étaient composées les haies brise-vent. Alors, il y avait une grande variété d'essences d'arbres ou d'arbustes. Il y a eu nommé des cèdres, des saules, des bouleaux, des épinettes, des peupliers, des chênes, des frênes, des érables, des pins, des ormes, des hêtres, des cerisiers, des amélanchiers, des sapins, des noyers, des tilleuls, des physocarbes, des sureaux, des rosiers, des viornes, des tuyas et d'autres espèces. Alors, c'était très, très, très varié. Et finalement, dans la même section du sondage, on leur a demandé, est-ce que vous avez planté des arbres au cours des 3 dernières années? Et 32% des répondants ont mentionné qu'ils avaient planté des arbres au cours des 3 dernières années. Et on a fait une estimation avec les chiffres qu'ils nous ont indiqués. Et on arrive qu'il y a eu 13 969 arbres qui ont été plantés, soit en moyenne 162 arbres par répondant. Un autre aspect, transportons-nous maintenant sur les bandes riveraines, où le sondage nous indique que 20% des répondants ont des bandes riveraines d'une largeur dépassant les 3 mètres. Et pourquoi on insiste sur le dépassant les 3 mètres? Parce qu'on avait inscrit la définition dans le sondage qui était la suivante: les bandes riveraines élargies sont des zones de végétation naturelle ou aménagée situées le long des cours d'eau, des lacs ou des rivières, dépassant la largeur réglementaire des 3 mètres au Québec. Et de plus, on avait mis une illustration de à quoi pouvait ressembler une bande riveraine élargie pour qu'ils puissent répondre correctement. Fait que c'est quand même intéressant de voir là, les réponses des producteurs. Après ça, on a pris une section du sondage qu'on a appelée « pratiques implantées à la ferme ». Alors là, on était plus dans l'état de la situation. Là, on était des pratiques implantées à la ferme. Et on a posé une question et les gens nous ont répondu à 51% qu'ils accueillaient à leur ferme des nichoirs d'oiseaux, des dortoirs à chauves-souris et des ruches. Alors, c'est quand même une information, mais j'aimerais préciser que le nombre de ruches varie considérablement. Il y a quelques-unes jusqu'à le nombre de nichoirs. Il y a quelques nichoirs jusqu'à 50 nichoirs sur une seule propriété. Et là, une sous-question était pour quelle sorte d'oiseaux vous avez fait ça, et on a eu des réponses en tant que hirondelle, merle bleu, moineau, cresserelle, canard branchu, chauve-souris pour les dortoirs à chauve-souris. Alors, ils nous ont aussi répondu où ils avaient installé ces nichoirs-là. Les nichoirs avaient été installés soit près des bâtiments, près des granges, à proximité des plans d'eau et dans les champs ou dans leurs haies.
On a aussi parlé des rotations de pâturage ou certaines pratiques en lien avec les pâturages. Donc, 79% de ceux qui possèdent des pâturages pratiquent la rotation des pâturages. On n'a pas été dans la terme combien à tous les jours, par semaine ou etc. Mais s'il répondait oui à cette question-là, il y avait 4 autres sous-questions qui concernaient la densité du bétail dans le pâturage. Et il y avait d'autres questions par rapport à la fauche aussi du foin. Donc, on avait des questions sur la vitesse de fauche et il y avait une pratique qui était incluse, qui était « Est-ce que vous retardez la fauche? » Peut-être juste une information concernant la densité du pâturage. Quand même, 44% des répondants qui maintiennent une densité de bétail de 5 têtes ou moins par hectare. Alors, ce 5 têtes ou moins par hectare provient d'une recommandation du groupe Oiseaux Québec. Dans leur feuillet, leur guide pour la protection des oiseaux champêtres, c'est ce qu'ils recommandent. Il y a 31% qui ont indiqué avoir entre 6 et 10 têtes de bétail par hectare, tandis que 25% ont signalé une densité de 11 têtes ou plus par hectare. En termes de fauche, parce que je vous ai dit tantôt qu'il y avait des questions sur la fauche, 18% des répondants ont indiqué qu'ils modifiaient leur patron de fauche pour protéger la faune. Et quand on parlait de modifier le patron de fauche, on leur avait mis une illustration. Donc, on parlait de soit une fauche centrifuge. Vous voyez ici, fauche centrifuge, vous commencez par le milieu du champ. Alors, quand vous faites de cette façon-là, vous permettez, s'il y a des oiseaux qui nichent au champ, de se sauver, de s'éloigner et de se rendre dans le bord de champ. Et l'herbe dans le bord de champ n'a pas été affectée non plus. Alors, la fauche centrifuge, il peut y avoir des fauches centrifuges aussi adaptées, mais on essaye d'éviter, si on le sait qu'il y a des nids dans ce champ-là, de faire la centripète et finir par le milieu, puis d'emprisonner les oiseaux. Bon, alors ça, c'était quand même là une chose intéressante. Les gens connaissaient là, cette pratique-là. Juste peut-être pour terminer, finalement, en termes de retard, de retarder la fauche, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais il y avait quand même 38% des répondants qui ont dit retarder intentionnellement la fauche pour protéger la nidification des oiseaux, pour favoriser les pollinisateurs. Et là, ça variait là, de 1 à plus de 100 hectares. Puis les dates qu'ils nous ont fournies jusqu'à quand ils retardaient la fauche, c'était 10 juin, 5 juillet, 15 juillet, fin juillet. On sait que les recommandations par le regroupement Québec Oiseaux parlent du 15 juillet. Alors, c'est quand même intéressant. Et on a 8,5% des répondants qui ont vraiment confirmé qu'ils retardaient la fauche après le 15 juillet. En tout et partout, on leur a demandé sur combien d'hectares qu'ils retardaient la fauche et ça l'a donné 1588 hectares. Fait que ça correspond à peu près à 10% de la superficie totale des prairies et des pâturages déclarés, qui était une question qu'on posait en début, puis qu'on a pu faire le calcul. Fait que ça vous donne un peu une idée de toutes les réponses au sondage et pratiques biodiversité qu'on a obtenues. Maintenant, j'aimerais vous parler de la deuxième grande activité qui a été faite par les producteurs de bovins. C'est ce qu'on a appelé le programme biodiversité en production bovine. Puis vous voyez notre visuel qui a été élaboré pour ce programme-là. Et j'aimerais ça porter votre attention sur le visuel qu'on a choisi. Premièrement, on a mis un gros B qui regroupe le mot bovin et biodiversité. Alors, le vert représente soit les pâturages ou les champs de foin. Le bleu représente le ciel et vous voyez qu'on a mis une image d'oiseau et une image d'abeille pour représenter là, la faune ou la biodiversité qu'on veut protéger. J'aimerais aussi préciser que le programme biodiversité en production bovine, ça cadre très bien avec le déploiement du programme BBP+, bœuf durable. Ce programme-là contient des bonnes pratiques en matière de biodiversité. Et aussi, ce qu'on voulait faire avec ce programme-là, c'était de rejoindre différentes clientèles de producteurs de bovins, selon évidemment leurs intérêts et les activités auxquelles ils participent déjà, ou on voulait susciter une plus grande participation des producteurs dans des activités auxquelles ils ne participent pas habituellement. Bon, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce programme biodiversité en production bovine? On voulait tout d'abord former et accompagner les producteurs dans la mise en place de pratiques favorables à un habitat propice à la faune, notamment les oiseaux champêtres et les pollinisateurs, ainsi qu'à améliorer la biodiversité en général. On voulait
faire l'organisation d'une série d'activités d'introduction à des pratiques d'élevage, de pâturage, de culture favorable à la faune et aux pollinisateurs. Et on voulait surtout qu'il y ait comme des biologistes présents pour présenter quelques-unes des espèces en péril vivant dans les systèmes agricoles du Québec pour accroître la connaissance de nos producteurs sur ces sujets-là. Alors, comment on a développé ce programme-là? Mais on a développé le programme en faisant des maillages avec des groupes qui avaient déjà des programmes en biodiversité ou qui s'apprêtaient à faire des choses en biodiversité. Donc, on a fait un maillage avec le club Gestrisol via son système de AgroBlitz, que je vais vous expliquer après. On a eu aussi un maillage avec l'UPA Alus Outaouais-Laurentide, un maillage avec UPA Alus Montérégie, UPA Gaspésie-les-Îles, et on a aussi travaillé avec M. Brian Maloney. Alors, on va débuter par je vais vous montrer des photos d'activités qui ont été réalisées pendant. Les premières photos, vous allez voir, c'est tout le concept des agroblitz, qu'on appelle des ateliers de biodiversité à la ferme. Alors, comment ça se passe un agroblitz? On a toujours dans un agroblitz un atelier sur les plantes. Alors, et l'atelier sur les plantes, il y a quelqu'un qui est allé faire un inventaire sur la ferme haute et on parle des plantes qu'on a retrouvées sur la ferme haute. On peut parler aussi d'autres sortes de plantes. Alors ici, vous avez un exemple de Marie Bourgault de Gestrisol qui fait l'atelier sur les plantes qui a été réalisé à la ferme haute là, en septembre 2023. Alors, ici, vous voyez toujours Marie qui fait un atelier avec des spécimens qui avaient été récoltés dans le pâturage du producteur. Alors, c'est des plantes soit nuisibles ou pas. Alors, elle fait l'atelier avec les spécimens. Et parfois, elle fait l'atelier directement dans le champ devant les spécimens pour expliquer aux gens les plantes qui se retrouvent sur la ferme. Dans les agroblitz, il y a toujours aussi un atelier sur les pollinisateurs. Alors, vous voyez ici un exemple qu'il y avait le groupe Abeilles citoyennes était venu, il avait mis des plaquettes avec différents pollinisateurs pour montrer des spécimens aux gens. Ici, vous voyez un autre atelier sur les insectes pollinisateurs avec aussi des spécimens là, dans un grand cadre et aussi les insectes alliés en agriculture. Et finalement, il y a souvent une activité de piégeage des pollinisateurs. Vous voyez les petits bols sur le sol jaune et le petit bol bleu. Et Geneviève Labrie, dans ce cas-ci, avait aussi un filet. Fait qu'elle essaie d'attraper des pollinisateurs pour pouvoir les identifier et expliquer aux participants le rôle des pollinisateurs. Et on a toujours aussi un atelier sur les oiseaux. Et là, c'est quand même une activité, c'est un des moments forts de la journée AgroBlitz. Puis on appelle ça la marche de nos lève-tôt. Alors, c'est souvent l'occasion de belles découvertes. Les participants qui arrivent, on fait ça à 8 heures le matin, sont toujours accompagnés par des spécialistes, des biologistes, des ornithologues amateurs pour découvrir la faune ailée présente sur la ferme. Alors ici, vous avez un exemple d'une marche des lève-tôt à Saint-Hyacinthe qui est animée par Québec Oiseau. Alors vous voyez là, la dame avec la couette rouge. Alors c'est Guylaine de Québec Oiseau, Rios, qui est la spécialiste cette journée-là et répondait aux questions du groupe sur les oiseaux qu'ils avaient observés. Ici, on a toujours une autre activité d'observation des oiseaux. Là, on était en Estrie cette fois-là et vous reconnaissez encore Guylaine là, qui faisait de l'observation avec le groupe qui participait. Alors ici aussi, des fois, Québec Oiseau, en plus de faire la marche des lève-tôt, avait son propre kiosque. Et vous voyez que Guylaine a changé la couleur de ses cheveux entre-temps pendant les 3 années de notre projet. Alors, elle se trouve devant le kiosque pour expliquer là, les différents oiseaux champêtres qu'on retrouve dans les champs au Québec. Et finalement, parfois, on était accompagné par des ornithologues amateurs. Alors ici, on est en Chaudière-Appalaches et on a le groupe des ornithologues amateurs de Beauce-et-Chemin qui nous accompagnait pour observer les oiseaux. Un autre atelier qui est aussi présent lors des agroblitz, c'est un atelier sur l'herpétofaune. Parfois, ça suscite du dégoût, mais ça, c'est avant qu'ils aient pu constater tous les bienfaits que les reptiles et amphibiens pouvaient avoir. Alors ici, vous avez un atelier sur les chauves-souris en juillet dernier en Estrie avec Victor G. Dumoulin de l'organisation Corridor Appalachien. Un atelier sur les reptiles et les amphibiens en Chaudière-Appalaches à Saint-Agapi en juillet 2024 avec Zachary du Bureau d'écologie appliquée. Et encore une fois, un atelier sur les reptiles et amphibiens en Estrie en septembre 2023 avec Eliso. Et vous voyez, ils avaient apporté des spécimens pour démontrer aux enfants ou petits et grands qui étaient présents.
J'aimerais vous présenter notre dernière activité qui s'est déroulée samedi dernier, qui a été quand même un franc succès. Alors, on a procédé à la marche des leftos et nous avions de très jeunes participants en poussette cette fois-là pour être avec nous, aller observer les oiseaux. Et on a eu aussi notre atelier sur les reptiles et amphibiens et même les grands se sont permis de prendre dans leurs mains la fameuse couleuvre. On a eu un atelier fort instructif sur les plantes retrouvées sur la ferme, sur les plantes envahissantes, ainsi que sur les plantes toxiques pour les animaux pâturage qui a été donné par Andrea Schroeder de Gestrisol. On est allé à la découverte des pièges à insectes avec Frédéric de Abeilles citoyennes. Et quelle serait une journée à la ferme sans une présentation de la ferme? Alors, notre hôte ce jour-là était Jacob Morin de la ferme Le Paysan Gourmand. Alors, il a pu présenter sa ferme et les actions qu'il fait pour la biodiversité. Et il a aussi fait une activité très spéciale de confection de nichoirs. Inquiétez-vous pas, les jeunes ont été accompagnés par des adultes par la suite pour la construction de 3 beaux nichoirs et on a pu faire tirer ces articles-là parmi les participants. Et finalement, l'après-midi s'est terminé par une visite au champ et on a assisté à la démonstration d'un changement de pâturage par le troupeau. Et Jacob nous a expliqué un peu sa gestion des pâturages et de l'eau et des clôtures. Fait que ça, c'était le tour pour les AgroBlitz. Maintenant, j'aimerais vous présenter un peu les activités qu'on a fait avec le groupe de l'UPA, l'Outaouais-Laurentide et ALUS-Outaouais. Alors, on a eu une démonstration d'une barre d'effarouchement. Alors, on est allé chez les Rouris à la pêche où ils avaient installé la barre d'effarouchement que vous voyez devant le tracteur. Et il y a des chaînes qui pendent devant. Et il a fauché le foin cette journée-là et on a pu voir les goglus qui s'envolaient. Et on a retrouvé un petit oisillon qui était quand même sain et sauf, même s'il n'avait pas pu se sauver très, très loin. Une autre activité qu'on a fait était la réserve de pâturage et la fauche retardée. Alors, on était un groupe, on s'est fait transporter dans le champ où le producteur avait accepté de ne pas envoyer d'animaux au pâturage et on était rendu le 15 juillet parce qu'il y avait des nids de sturnelles des prix dans ce champ-là. D'ailleurs, la sturnelle s'est montrée le bout du nez, on a pu l'observer. Et par la suite, on a été dans un lieu sur la ferme où c'était probablement un habitat propice pour la rainette faugrillon. Et on a les gens de Conservation Nature Canada qui nous ont expliqué l'habitat de la rainette faugrillon et ils nous ont fait entendre le chant de la rainette faugrillon. Et là, c'est ici que j'aurais voulu vous faire écouter, vous ramener au mois d'avril, parce que c'est au mois d'avril qu'on peut entendre ça, et vous faire écouter la chorale de la rainette faugrillon, parce que vous l'avez peut-être entendu aussi chez vous. Je vais essayer, Catherine, si ça fonctionne pas, vous me le direz. Oui, ben je vais. J'allais J'allais te mettre haute, juste pour voir si ça change quelque chose. Peut-être que si tu arrêtes ton partage puis tu recommences, qu'on a fait des tests de notre côté, ça ne marchait pas. Même que j'ai perdu, que je puisse le faire moi-même. Mais si tu réessayes, non, ça ne fonctionne toujours pas. Fait qu'il y a un petit problème de son. Oui, désolée. Désolée. Alors, ça, c'est. Fait que j'aurais voulu vous faire écouter ça, mais ça sera pour une autre fois. Bon, excusez-moi, je reculais. Avec ALUS-Outaouais aussi, on a eu un groupe qui a bravé le mauvais temps pour aller visiter avec détermination les pâturages à l'Ange Gardien. Et on a pu observer là, la biodiversité au pâturage en termes d'insectes ou de plantes. On avait aussi un maillage avec UPA Montérégie et ALUS Montérégie. Alors, avec ce groupe-là, on a organisé différentes activités. La première activité portait aussi sur la fauche retardée. Et on a eu des conférences sur le programme ALUS, sur les oiseaux champêtres. Et après ça, le groupe s'est déplacé et on a pu observer là, des dizaines de couples de goglus qui volaient dans le champ, la portion du champ où le producteur avait accepté de retarder la fauche. La deuxième activité qui a été faite avec ce groupe-là était sur la haie brise-vent. Alors, on a eu un groupe d'étudiants de l'ITA qui sont venus visiter la ferme réseau et ils venaient d'installer une haie brise-vent et avec une bande élargie. Alors, on leur a montré ça sur le bord.
Par la suite, évidemment, on peut pas, avec des étudiants, on a fait la visite de la ferme. Alors, on s'est tous déguisés avant d'entrer dans la ferme. Et l'activité a été scindée en 2 portions. Ça, c'était comme la première partie avec un groupe d'étudiants. Et la deuxième partie de l'activité, on s'est retrouvés à l'ITA comme tel. Et là, on avait une conférence d'un autre producteur de Saint-Victoire, de la ferme Saint-Victoire, qui est venu nous parler des aménagements à biodiversité qu'il avait fait chez lui. Puis il a aussi parlé de la rentabilité de sa ferme. Et au même moment, on avait un kiosque dans l'allée, qui était juste contigu à la salle de conférence, où on a pu discuter avec les étudiants et les professeurs du programme de bovin biodiversité, puis on a quand même reçu là, un bon nombre de visiteurs. La dernière activité qu'on a réalisée, c'est qu'on était avec un groupe de producteurs sur une ferme laitière où il y avait eu des essais d'intercalaire dans le maïs, et qu'après avoir été dans le maïs et visiter les cultures de couverture, tous les participants ont pu retrouver leur chemin vers les stations d'information, les stations sur la biodiversité. Donc, les gens revenaient à pied et on arrêtait à une première station qui était sur les plantes et leur valeur pour les pollinisateurs. Et on voit Daniel Crépu là, du groupe Pro Conseil qui anime cette station-là. La deuxième station était sur les couleuvres et on voit là Thalie Desaulniers de Connexion Nature qui anime la station sur les couleuvres et les amphibiens. Et finalement, la station sur les oiseaux qui était animée par Thalie et Daniel. Et ce qu'on voit pas sur la photo, parce que c'était beaucoup plus loin dans le champ, le producteur avait installé aussi un dortoir à chauve-souris. Un autre maillage qu'on a fait, c'était avec la ferme Braille et surtout un des propriétaires, Brian Maloney, qui était un producteur qui fait beaucoup de pratiques biodiversité et de gestion de pâturage. Alors, on l'a utilisé comme conférencier sur la gestion des pâturages dans une activité au Centre du Québec, en salle pendant la matinée, en champ pendant l'après-midi, et on a eu même des problèmes avec la caméra puisque tout était mouillé et ça s'est fini dans le garage pour poursuivre les discussions un peu plus au sec. Une autre journée qui a été organisée chez Brian, cette fois-là, ça s'appelait le Jour de la Terre, et on a eu droit à une démonstration d'un enfonce-pieux, des démonstrations d'installation de clôture avec Gallagher, et finalement, le contraire, en après-midi, on était à l'intérieur pour les conférences et que Brian nous parlait de sa ferme, mais qu'est-ce qu'il faisait sur sa ferme en gestion de pâturage et pour la biodiversité. Et on avait un biologiste, Carl Savignac, qui est venu nous parler des oiseaux champêtres, de leur habitat et des pratiques qu'on pouvait mettre en place pour les protéger. Finalement, on a aussi fait une activité sur la biodiversité dans le sol. Alors, on était au Lac-Saint-Jean. Alors ici, vous avez Monsieur Gérald Rousseau qui fait une petite introduction. Et ensuite, on s'est déplacé dans le champ. On collaborait ce fois-là avec les mentors pâturage du groupe Solio Agriculture. Alors, vous voyez notre groupe qui était près de la tranchée que le producteur avait accepté de faire. Et là, vous voyez Brian qui est allé chercher des vers de terre dans la tranchée. Et on parlait de tout ce qu'on voyait dans le sol cette journée-là. Il reste 2 activités à notre programme. La prochaine se déroulera le 20 septembre 2024 à la ferme Écoboeuf à Dupuis, en Abitibi. Et la suivante se déroulera en Gaspésie, à Cap-d'Espoir, et on parlera d'agroforesterie et de biodiversité. Alors, quand vient le temps de gagner une partie de cartes, souvent, il faut abattre sa carte maîtresse. Il faut savoir quand l'abattre. Alors, j'aimerais parler de la carte maîtresse qu'on a dans notre manche. Et j'aimerais vous donner quelques données qui sont soutirées de l'analyse environnementale de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable, Canadian Roundtable on Sustainable Beef. Et voici quelques données qui concernent la biodiversité. Les pâturages canadiens comptent au moins 545 espèces terrestres vertébrées qui utilisent ces milieux pour se nourrir et ou se reproduire. Les surfaces utilisées pour le pâturage par la production bovine fournissent 74% de l'habitat dont la faune a besoin pour se reproduire et 55% de l'habitat dont la faune a besoin pour se nourrir. J'aurais voulu, à ce moment-ci, vous laisser le mot de la fin par des producteurs.
mais comme on a un problème de son, vous ne pourrez pas les entendre. Alors, j'avais extrait une portion du vidéo de M. Bertrand Hanel qui nous parlait de son projet d'agroforesterie. Il nous parlait de la beauté des paysages avec ça, mais il nous parlait aussi de la biodiversité végétale que ça amenait quand on se mettait à faire des haies qui comportaient plusieurs espèces d'arbres. Le deuxième qui nous aurait parlé, c'est Victor Drory. Alors, Victor avait témoigné que sur sa ferme bovine, il y avait aussi plusieurs d'autres animaux qui vivaient là, des oiseaux, des insectes, même des chevreuils qui viennent. Fait qu'il dit, on n'est pas tout seul sur la ferme, ben, il faut aussi tenir compte des autres qui sont là. Et finalement, j'aurais aimé que M. Sylvain Laroche nous témoigne. Et lui, il disait, si j'avais à parler de biodiversité avec un producteur, ben, je dirais, nous, comme humains, on a défriché la terre pour qu'elle nous donne des choses. Ben, il dit, c'est normal que nous, on lui rende des choses. Puis il dit, c'est des petits gestes qui font en sorte, des fois, qu'on est capable de lui rendre certaines choses qui peuvent aider à la biodiversité. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour le futur? Alors, évidemment, si vous êtes intéressé par le goglu des prés, par la sturnelle des prés, les amphibiens et autres membres de l'herpétofaune ou des pollinisateurs, ben, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Parce que 65% des producteurs qui ont répondu à notre sondage veulent réaliser des pratiques favorables à la biodiversité dans le futur sur leur ferme. Fait que je pense qu'on a encore des choses à faire ensemble. Alors, j'aimerais presque terminer avec des propos empruntés à une de mes collègues de l'UPA Alus Outaouais-Laurentides, qui dit que le bœuf est au service de la biodiversité, parce que le mot bœuf, c'est B pour biodiversité, O pour oiseaux champêtres, E pour espèces en péril, U pour utilisation durable du territoire et F pour fertilisant naturel. Donc, c'est ça, le bœuf. Et voilà mon dernier mot, ou plutôt l'image qui vaut 1000 mots. Puis j'aimerais profiter de l'occasion ce soir pour inviter les producteurs à déposer leur candidature au prix de l'Intendance environnementale Québec ou au prix Innovo. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site web à l'onglet Environnement prix, parce qu'on sait que les producteurs font des belles choses, alors maintenant, démontrez-nous-le, puis peut-être que vous pourrez être notre récipiendaire. Alors, ça fait le tour. Merci beaucoup pour votre participation.